Le Book Club des classiques avec Louis Aragon, une émission programmée par Oriane Delacroix avec Didier Pinault et Anouk Delfino, réalisée par Thomas Beau avec Jean Frédérix à la technique. Décédé il y a 40 ans, l'auteur de Aurélien, des yeux d'Elsa, du roman inachevé, a laissé derrière lui une des œuvres les plus importantes et les plus emblématiques du XXe siècle, autant romanesque que poétique. En republiant les adieux et autres poèmes que notre premier invité Olivier Barbaran a préfacés, mais aussi Les chambres et persécutés, persécuteurs, Gallimard entend faire vivre l'encre du poète. À voir aussi, si vous passez par Paris, une exposition Aragon et les adieux, organisée par la maison Elsa Triolet. Poète et critique littéraire, spécialiste d'Aragon, vous avez dirigé la publication de l'œuvre poétique d'Aragon à la Pléiade chez Gallimard. Bonjour Olivier Barbaran. Bonjour Olivier. Bonjour. Guillaume Roubaud-Kouachi est à vos côtés, historien, spécialiste du communisme, directeur de la maison Elsa Triolet qui organise cette exposition, maison présidée par Éric Orsena. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour. À mes côtés, et bienvenue au club également à Pierre Croze qui anime la communauté de lecteurs de Babelio. Merci de notre côté à Alexandre Alaïbegovic qui chaque jour fait remonter les voix des lecteurs du club de France Culture qui nous suivent sur Instagram. Alors on a posé, Pierre Croze, la question à nos lecteurs de leur Aragon préféré, entre tous ces livres qu'il a pu écrire et les quelques-uns que j'ai cités rapidement en ouverture. Quelle est la réponse de vos lecteurs? Quelle est l'œuvre la plus populaire d'Aragon? L'œuvre la plus populaire sur Babelio d'Aragon, c'est Aurélien. C'est celui qui a le plus de critiques et de lecteurs sur Babelio. Mais tout de même, la citation la plus appréciée parmi les membres du site, c'est bien un extrait d'un poème issu du roman inachevé Bisturbe, magie allemande. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meure. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Je vous imagine enfant sur l'estrade dans la classe en train de clamer des vers d'Aragon. Ça vous réussit bien? Je suis toujours un grand fan d'Aragon. D'Aragon, c'est vrai? Pourquoi? Pierre Croze, il va falloir se mouiller la chemise aujourd'hui. C'est le premier poète que j'ai aimé, qu'une prof de français nous a fait découvrir au lycée. On n'était pas de très bons élèves et cette professeure nous a tous subjugués. Toute la classe était dissipée et quand on nous a parlé d'Aragon, on a tous été tout de suite dedans. Et on est tous devenus, en tout cas moi je suis devenu fan de littérature depuis ce jour-là. De l'importance d'avoir des passeurs qui font vivre aussi l'œuvre des poètes disparus. On commence avec le livre choisi par Chloé Deschamps, une lectrice, auditrice de France Culture, alias À quoi bon les poètes, et qui est aussi votre choix de lecture à vous, Olivier Barbaran, le roman inachevé dont vous venez de nous citer quelques vers, Pierre Croze, le roman inachevé paru en 1956. Le roman inachevé, c'est un recueil de poèmes de Louis Aragon, paru en 1956, et c'est l'un de mes préférés pour au moins 3 raisons. La première, c'est que, comme son titre l'indique, il s'agit d'un roman, c'est-à-dire au sens où l'entend Louis Aragon, d'un récit largement autobiographique, dans lequel il revient sur sa vie, nous parle de sa jeunesse, de ses errements, ses erreurs, ses malheurs et ses doutes, comme de ses plus grands bonheurs. Ce n'est donc pas seulement le Aragon surréaliste, le Aragon politique et communiste, ou le Aragon amoureux fou d'Elsa qu'on découvre ici, mais ce sont eux tous à la fois. C'est un Aragon intime et versatile, changeant comme l'est la vie, parfois grave et sérieux, d'autres fois plus lyrique, réaliste, chantant ou bien grinçant, aimant comme détestant. Or, pour traduire cela, Aragon exploite toutes les ressources de la poétique et fait varier son style. C'est la deuxième raison pour laquelle je l'adore, le roman inachevé, pour sa richesse. On y trouve des poèmes bien ordonnés, vers classiques, métrique parfaite, d'autres plus accidentés, moins rimés, des textes en prose, des aveux déchirants, des confessions lyriques, des morceaux enragés, des scènes, des abstractions. Et puis toujours, comme un fil rouge, il y a sa langue que j'aime tant, la précision de ses images, la richesse de son vocabulaire, la singularité de ses métaphores et leur incroyable justesse qui lui permet, à partir du plus intime de lui, de nous parler de nous aussi. La troisième raison, c'est que s'y trouve un de mes poèmes préférés dont je vais vous lire quelques vers pour vous donner une idée et qui sait, peut-être l'envie d'y aller. Moi qui frémissais, toujours je ne sais de quelle colère, 2 bras ont suffi pour faire à ma vie
un grand collier d'air. Ce qui m'a vraiment émue et touchée, c'est la façon dont Aragon parle de sa vie, qui est quand même assez rocambolesque, du problème de sa naissance, puisque on lui a fait croire que sa mère était sa sœur. Il y a eu une histoire cachée autour de ses origines, son histoire d'amour avec Elsa Triolet, son expérience de la guerre. Enfin, il a une vie vraiment incroyable. Et en même temps, tout ça dans une langue qui est infiniment limpide, claire, qui nous renvoie à nos préoccupations d'aujourd'hui, et puis qui n'hésite pas aussi à questionner les erreurs que le poète a pu commettre, évidemment, dans son rapport avec l'URSS notamment. On voit une veine intime et personnelle, on l'entend, et notamment dans ce deuxième et dernier témoignage, celui de Laure, auditrice, lectrice. Olivier Barbaran, puisque c'est votre choix aussi de lecture aujourd'hui, le roman Inachevé, comment la classer, comment définir ce livre? Il y a quand même un côté introspection, une exploration en tout cas introspective de la part de Aragon dans ce roman Inachevé. Oui, bien sûr, il y a le fait que le roman est un récit de vie, et en même temps il en montre toutes les cassures, les contradictions, les brutalités, l'apprentissage, la diversité, la variété. Et c'est cette sorte de kaléidoscope qui est toute vie humaine qui a réussi à trouver sa forme à travers le roman Inachevé. Je crois que la lectrice précédente a tout dit, et elle a dit remarquablement. Il y a de l'intime, mais il y a de l'intime affronté, confronté à l'histoire, qui tient à s'expliquer soi-même et qui ne peut le faire au fond que par cette diversité de formes, qui n'est pas seulement une prouesse technique, même si on est tous admiratifs de cette capacité qu'il a eu à se renouveler. C'est au seuil d'un grand renouvellement pour lui. Il y a encore tout ce qu'il a gagné pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la possibilité de faire entendre des chants traditionnels, une voix traditionnelle qu'il a reprise et modernisée. Et puis il y a tous ces endroits où il montre comment la forme se brise sous le coup de l'histoire, à travers des proses qui s'effondrent, qui courent, qui galopent dans tous les sens, ou bien à travers des vers inventés avec une sorte de mouvement d'expansion qui n'en finit pas de m'éblouir. Il passe de 12 à 16, il invente quand même ce vers de 16 syllabes qui n'existe pas, dans le roman Inachevé, au moment d'une crise qui est historiquement datée, la date de 56 parle à elle seule, et puis il ira jusqu'à 20, et puis 20 ça ne suffira pas, comme s'il fallait trouver ce qu'il appellera dans les poètes une mesure à la taille de ma démesure. Et de votre côté, Guillaume Roubaud-Kouachi, c'est pas forcément votre premier choix, mais vous aimez toute l'œuvre de Aragon. Qu'est-ce que vous pensez de ce roman Inachevé? C'est vrai qu'il est saisissant, et puis si je le prends pas d'un point de vue de spécialiste de littérature, ce qui est le cas d'Olivier, mais avec un regard un peu différent, il est saisissant, y compris sur le plan historique, dans ce qu'il affronte, puisque 56, tu le disais, on est après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, et donc il y a toute cette trajectoire qu'il porte en lui, ce rapport à l'histoire, et ce rapport qu'il doit regarder les yeux grands ouverts, parce qu'il a beaucoup œuvré, beaucoup fait pour le communisme, et ce communisme-là apparaît sous un visage qui n'est pas du tout celui qu'il avait rêvé, qu'il avait pensé, et il continue à regarder l'histoire comme ça. Oui, c'est le mot de notre auditrice-lectrice, sortir de l'aveuglement, ce que disait Laure à l'instant, vous dites les yeux grands ouverts aussi. Pierre Croze. Le terme de désillusion, il revient énormément dans les critiques de Babelio. Ce qui marque dans le roman Inachevé, c'est un sentiment de profonde désillusion. Celui-ci imprègne l'ensemble de ses vers, la traversée d'épreuves, le sentiment de l'échec, de l'inutilité de tout engagement, mais aussi, chose remarquable chez Louis Aragon, la volonté de ne jamais tout céder au scepticisme, de ne pas renoncer à toute forme d'espoir chez l'homme. Vous avez décidément des lecteurs très bons lecteurs, vous remarquez. Mais ils le sont également sur France Culture, vous aviez entendu. Il y a l'amour aussi, cette question de l'amour qui éclaire une vie. Et on parlera de sa relation avec Elsa Triolet, j'imagine, durant cette discussion. Mais pour lui, c'est un sentiment, une émotion, une force de vie qu'il porte très haut dans ses textes et peut-être aussi dans sa vie d'homme aussi. Ce qui est assez frappant, en fait, dans le roman Inachevé, mais c'est vrai, dès les poèmes de la Résistance aussi, en réalité, on a un mélange, si je peux dire, où à chaque fois, on a l'histoire et l'intime, les deux qui se nouent et qui sont là. Et l'amour est bien sûr tout à fait toujours présent. Et d'ailleurs, à tel point que, parfois, on ne sait pas si le poème est un chant d'amour pour Elsa Triolet, ou si c'est un poème qui est un chant d'amour dans une sorte d'inscription par rapport à une sorte de genre, qui serait le chant d'amour en lui-même, et à ce moment-là, ce n'est pas Elsa qui est particulièrement chantée, mais on se met dans la tradition du chant d'amour, ou alors si c'est un chant d'amour pour la France, même si lui-même a dit que c'est jamais le cas et que quand il parle d'Elsa, c'est pour parler d'Elsa, mais malgré tout, il y a toujours ça en même temps, et c'est ça qui est assez je trouve, frappant et beau, peut-être.
fort. Olivier Barbaran, en quoi ça nous parle, dans ce roman inachevé, ça nous raconte la vie finalement d'Aragon. On a évoqué cette période, ces années 50, sa relation, son engagement, sa relation au Parti communiste ou au communisme, ses aveuglements, mais aussi ce qu'il avait en lui comme conviction politique. Est-ce que ce texte remonte plus loin, le fil, et est-ce qu'on peut aussi raconter comment Aragon, enfant de la guerre, qui a fait un apprentissage du monde par les ruines, comme l'écrit très joliment Philippe Forest dans sa biographie qu'il lui a consacrée, a grandi avec ces deux guerres comme des dates repères dans sa vie, fondatrices? Je crois en effet que ce qui il y a de plus beau chez Aragon, c'est que nous en avons une vision rétrospective où le jugement de l'histoire est passé. Ce que le roman inachevé, toute la suite de l'explication qu'il fera, nous montre, c'est qu'il faut le considérer dans son développement et dans le fait qu'un génie a accepté de s'affronter, de se cogner, de se tromper, de tomber, de se relever dans un parcours d'un siècle qui est un siècle barbare et épouvantable. Et je crois que quand on commence à comprendre dans le mouvement qui a été celui de ces apprentissages à ciel ouvert, dans une histoire très complexe et très compliquée, alors on porte un autre regard que le regard un peu arrêté, qui est celui du « les jeux sont faits, la guerre froide est perdue, le communisme a été une barbarie lui aussi », et qui dit « voilà, il s'est trompé à tel et tel endroit ». Et le roman inachevé nous remet dans la position de ces apprentissages successifs. Et comme vous le dites, il y a la rencontre avec la barbarie de la Première Guerre mondiale, l'effondrement du sens, dont rend très très bien compte les poèmes du roman inachevé sur la Première Guerre mondiale, sont parmi les plus beaux sur cette guerre, en tant qu'ils ne l'affrontent pas d'un point de vue épique, mais qu'ils rendent compte de ce que ça a été, que le sentiment de sa propre disparition, sous ces mitrailles absolues de terre, sous cet ensevelissement. Il y est mort d'une certaine manière, nous dit-il dans le roman inachevé, quand il nous dit qu'il a été enseveli 3 fois, ce qui a été attesté historiquement. Et ensuite, ça va être la découverte de la colonisation, de la barbarie coloniale, de la guerre du Rif, qui va beaucoup décider de l'engagement communiste. Et puis après, il est témoin et participant du siècle dans le combat antifasciste, du retournement du combat antifasciste qui, hélas, se fait en même temps que les purges staliniennes. Et donc, quand on suit l'histoire comme cela, pas à pas, et dans le pas à pas que nous donne la forme poétique, on en comprend l'extraordinaire complexité et l'impossibilité de s'orienter. L'image du Minotaure revient aussi. Le labyrinthe et le Minotaure, ça a été ça, et ça a été de s'affronter à un Minotaure assez inattendu et d'essayer de s'en expliquer ensuite. Vous l'avez évoqué, mais on peut peut-être insister un peu avec vos lecteurs, notamment Pierre Cross, sur la forme hybride de ce livre. Autobiographie poétique, mélange de prose et de poésie qui rend ce roman inachevé si singulier. Oui, la diversité des formes, ça a été évoqué et extrêmement salué par quasiment toutes les critiques dans ce recueil, sous une diversité de métriques, de méthodes d'écriture, de langage, tout au gré des Louis Aragon réfléchit sur le sens de sa vie et sur son engagement politique. Et puis il y a la poésie, elle est ici multiforme, tant dans l'inspiration que dans sa formulation en termes versifiés, ou pas d'ailleurs. Il diversifie sa poésie en termes de strophes, de métriques, et s'écarte volontiers des formes traditionnelles du genre, notamment dans ses poèmes composés de longs vers ressemblant davantage à de la prose. Ces derniers sont particulièrement forts et marquants. La forme originale est déstabilisante, donnant encore plus de poids au fond. Extrait aussi du roman inachevé « Tu n'en reviendras pas », un poème de Louis Aragon, chanté ici par Léo Ferret. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève.
train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement, vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Joli choix musical d'Anouk Delfino qui connaît bien son répertoire, son Léo Ferré. Guillaume Roubaud-Kouachi, est-ce que lui, il est revenu de tout, Aragon? Revenu de tout, vous voulez dire au plan politique à la fin de sa vie, quelque chose comme ça? Tu n'en reviendras pas, chante-t-il, écrit-il, chanté par Léo Ferré. Est-ce qu'il est revenu de toutes ces grandes tragédies que vous avez évoquées, de ce qui a pu sembler être des échecs par la suite? Est-ce qu'il en est revenu? C'est difficile à dire qu'il en serait revenu, parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'à la fin, il ne reste que le désespoir le plus complet. Je ne suis pas certain de ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Aragon s'est beaucoup battu toute sa vie avec une énergie très importante. Et ça dure longtemps, parce que si on prend par exemple 1968, donc c'est déjà un homme d'un âge relativement avancé, puisqu'il est né en 97, c'est le moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie, et Aragon va mettre toute son énergie, toute son autorité, toute sa notoriété, tout son poids politique pour condamner cette intervention en Tchécoslovaquie. Il va même mettre en danger son journal, les Lettres françaises, son hebdomadaire culturel. Et effectivement, par la détermination qui est la sienne, il va l'amener à la disparition, puisque son journal disparaît en 1972. C'est lui qui va faire publier en français chez son éditeur Gallimard Milan Kundera. Donc c'est un combattant jusque longtemps, et même à la toute fin, quand il ira en Union soviétique encore dans les années 1970, ce sera pour aller plaider la cause d'un cinéaste soviétique qui par ailleurs était homosexuel et qui se trouve en difficulté dans le pouvoir de l'époque. N'oublie pas que c'est lui aussi qui en France reçoit Rostropovitch quand Rostropovitch vient à Paris alors qu'il a été déchu de la nationalité soviétique. Donc c'est quelqu'un malgré tout qui se bat, mais sans abdiquer l'idée que le capitalisme et la barbarie qu'il a pu vivre serait le fin mot de l'histoire et qu'il faudrait s'en accommoder malgré les problèmes absolument dramatiques rencontrés par le socialisme réel, comme on disait en ce temps-là. Olivier Barbaran. Sur un plan plus littéraire, moi, ne pas en revenir, c'est aussi, je n'en reviens pas de l'éblouissement. Et ce que je trouve merveilleux dans ce texte, c'est que tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, peut nous laisser entendre ce sens positif de ne pas en revenir, hein, et devient ensuite destinal et tragique, c'est tu ne reviendras pas de la guerre. Mais je crois que Aragon, c'est le fait que même lorsqu'on n'en revient pas, parce que l'histoire semble une impasse, il y a le fait de ne pas en revenir. C'est-à-dire qu'il y a cette faculté d'éblouissement et d'étonnement qui sera dans son rapport à l'art, à l'amour, au monde, aux corps qui sont si bien traités ici. Moi, je suis bouleversé parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Je crois que j'ai compris ce matin que ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce monument aux morts qui oppose le mot d'or sur les places reconstitue les corps. Et je crois qu'il y a une puissance d'incarnation et de vie de la part d'Aragon, qui est peut-être la réponse au fait de ne pas en revenir politiquement parfois. Puisque vous parlez de la guerre l'un et l'autre, de la guerre et de ses effets sur le corps et sur l'esprit et sur l'œuvre de Louis Aragon, Guillaume Roubaud-Kouachi, on peut peut-être juste évoquer quand même les deux livres que vous avez choisis, ces deux recueils, La Diane française et le musée de Grévin, les deux ayant été écrits sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre, et qui nous racontent et nous montrent aussi un Aragon résistant. Hein. C'est vrai que je les avais choisis, j'allais dire un peu par contraste avec les choix d'Olivier Barbaran, qui nous amènent un petit peu vers l'Aragon
moins connu, même si le roman inachevé est très connu, notamment grâce à ses mises en musique qui sont là. Mais l'Aragon de la guerre et l'Aragon de la musique, je voulais en dire un petit mot parce que c'est l'Aragon le plus connu, mais c'est pas pour autant l'Aragon le moins intéressant, si je peux dire, parce que à force de devenir un bien commun, on finirait par penser que ça devient presque comme des spaghettis, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de dégradé. Et en réalité, ce que je trouve assez fort dans ces recueils, notamment la Diane française, qui récapitule un peu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une bonne partie des œuvres d'Aragon écrites pendant la guerre, c'est justement qu'on y trouve, à vrai dire, ce qu'on y aime déjà, c'est-à-dire ces grands chants qu'on connaît déjà un petit peu, La Rose et le Réséda, ou les poèmes les plus connus d'Aragon, on en trouve d'autres dans la même veine, et on en trouve d'autres dans le même recueil qui sont absolument différents. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez la question de la biographie d'Aragon, et la clarté de son propos, c'est pas si net. Même dans ces recueils-là, on peut avoir des poèmes un petit peu difficiles de premier abord, comme le domaine privé, par exemple, et quand vous entrez dans le domaine privé, en réalité, il y est question à mots cryptés, mais si vous savez lire et que vous connaissez l'histoire, vous retrouvez ce poème déchirant sur cette mère qu'il n'a jamais pu appeler sa mère, et donc dans le domaine privé il y a une section qui s'appelle le mot, et ce mot qu'il n'a jamais pu prononcer, qui est ce mot maman par exemple. Et vous voyez, en fait c'est ça que je trouve assez fort dans ces textes, ce mélange, si je puis dire, qui est vivant et qui est là. Mais il ne restait pas silencieux pour autant face à tout ça. Il disait quand même les choses aussi, Aragon. Mais il y a un beau poème dans le Fou d'Elsa où il dit voilà, qu'il a cette envie de dire et en même temps cette difficulté à dire, parce que ça parle en lui. Oui. On va avancer un peu encore dans l'œuvre dans l'œuvre de Louis Aragon avec Olivier Barbaran. Ce recueil que vous avez aujourd'hui préfacé, je le disais, qui est en ce moment réédité par Gallimard et qui s'appelle Les Adieux. Olivier Barbaran, impossible, on le rappelle, de ne pas passer dans ce book club avec Louis Aragon sur ce recueil de poèmes qui est quand même moins connu, Les Adieux et autres poèmes. Est-ce que c'est un chant du cygne pour vous ? Oui, indéniablement, parce que c'est le dernier livre publié par Aragon, publié en 81, dans une mise en forme d'ailleurs qui est un ramassement anthologique, qui n'est plus justement comme ce qui fait un peu la spécificité et le génie d'Aragon dans la dernière période, un livre de poèmes comme le roman inachevé complètement abouti. Il a plus une valeur anthologique et il ramasse une diversité qu'il ne noue pas par un film narratif comme dans Les Poètes, comme dans le roman inachevé, comme dans Les Chambres même. Donc c'est d'une certaine façon une sorte de dernier vitrail, un vitrail ultime, oui, en effet. Une quarantaine de poèmes qu'il a écrits à ce moment-là ou qui étaient déjà existants, qu'il a rassemblés dans ce recueil ? Non, tout est un peu éclairé, un peu faussé par le fait que, comme il date de 81 avec un auteur très très âgé à ce moment-là, à 1 an de sa mort, on a l'impression que c'est toujours le dernier poème. Mais au fond, certains, les plus anciens, celui qui ouvre le livre, date de 1958. Et cela ramasse des textes, ils peuvent être de 58 à 77, mais avec beaucoup de poèmes des années 60 ou 70, donc des poèmes tout de même de l'âge tardif. Alors, qu'en pensent les lecteurs du Book Club de France Culture ? On écoute Alain, alias Clé Bibliophile. Gallimard vient de republier Les Adieux, poème tardif d'Aragon des années 60 à 70. C'est le bilan de toute une vie avec ses amours, l'ombre d'Elsa bien entendu, les regrets, la peur aussi de la nuit qui vient. Jamais les vers d'Aragon n'ont été aussi libres, aussi beaux. La partie autres poèmes regroupe des textes adressés à ses amis peintres Malkine, Picasso, André Masson et surtout Marc Chagall. C'est à la fois un recueil sombre et lumineux d'un très grand poète, peut-être le plus grand poète du XXe siècle. Alors Louis Aragon était très populaire déjà de son vivant. Étonnamment, Pierre Croze, Les Adieux ne figure pas parmi les livres les plus critiqués, peut-être pas parmi les livres les plus lus par les lecteurs, en tout cas de Babelio. Et c'est peut-être pour ça que Gallimard choisit de le rééditer aujourd'hui, pour le porter aussi à notre connaissance. Il n'y a qu'une seule critique pour l'instant du recueil, qui est donc de la version de 97, je crois. Il y a une critique qui dit il y a le terme de sombre qui a été utilisé pour parler de ces recueils. Quelqu'un qui dit que c'est peut-être un recueil plus dur que les autres. Voilà, alors peut-être sombre et lumineux, disait en même temps notre lecteur Alain, ce clair-obscur que l'on retrouve dans ces poèmes, dans ce recueil. Est-ce que c'était aussi celui d'un homme, Olivier Barbaran, d'une âme partagée de toute une vie ?
il y a une sorte de contraste. Enfin, c'est l'intensité des contrastes, moi, qui me bouleverse dans les adieux. C'est sombre et lumineux, mais c'est très sombre et c'est très lumineux. Et c'est cette espèce d'étreinte qui se joue là. Bien entendu, tout le bilan auquel Aragon nous a appris à penser grâce à son œuvre antérieure, depuis le roman inachevé justement, est maintenant confronté aussi à l'ombre portée de la mort d'Elsa Triolet d'abord, qui fait un trou dans son existence quand même considérable, et puis de la préfiguration de sa propre mort. Et donc l'histoire se noue là avec le temps intime, et je crois qu'en effet, il y a quelque chose de plus sombre, de plus terrible, mais pas vraiment désespéré. Ce qui me frappe, c'est que c'est l'énergie qui vient battre dans ces poèmes, c'est la puissance du chant, qui est un chant qui accepte de se casser, mais qui se relance avec d'autant plus de force. Pour moi, c'est une nuit traversée d'éclairs, les adieux, et dans une fulgurance que je trouve, oui, peut-être inégalée dans le reste des chants d'Aragon. Une nuit traversée d'éclairs. J'ai entendu, première écoute, une huître inversée. Non. Donc là, pour la nuit traversée d'éclairs, c'est beaucoup plus joli. Il faut que j'apprenne à prononcer. Huître. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un autre Aragon quand même qui se donne à lire ici dans ces adieux. On a beaucoup parlé de testament, d'une œuvre un peu testamentaire. Mais c'est aussi, peut-être, vous souhaitez appuyer cette idée, Guillaume, un Aragon en chair et en os, qu'on lit à travers ces poèmes. C'est vrai, et à vrai dire, je suis d'accord avec ce que disait un de vos lecteurs sur le fait que c'est un Aragon plus dur, si on a en tête l'Aragon le plus connu, et c'est vrai que c'est un Aragon plus dur, et un Aragon dont on a l'impression qu'il est absolument désespéré. Mais pour marcher un peu sur les plates-bandes de mon voisin, qui me dit « Mais non, tu as tort de dire qu'il est désespéré, parce que, en fait, le chant lui-même sauve, si je puis dire. Mais je te renvoie la balle, si vous me le permettez. » Je rappelle que vous êtes avec nous, Guillaume Roubaud-Kouachi, directeur de la maison Elsa Triolet, spécialiste du communisme. Vous vous occupez aujourd'hui aussi de garder, de préserver et de rendre accessible cette œuvre, celle de Louis Aragon. Et à nos côtés également, Olivier Barbaran, poète et critique littéraire qui a préfacé cette republication des adieux de l'œuvre poétique d'Aragon et notamment à la Pléiade précédemment chez Gallimard. Et avec vous, Pierre Croze, alors on va revenir peut-être avant de continuer avec d'autres recueils de poésie, faire en aparté un petit point sur ces romans les plus populaires, si vous le voulez bien, et notamment Aurélien, parce que beaucoup l'ont lu, et c'est vrai qu'on a tous plaisir à savoir et en entendre parler, à savoir ce que les autres en ont pensé. C'est l'ouvrage d'Aragon, donc le plus populaire sur Babelio, avec 3500 lecteurs. C'est un roman qui dissèque comme aucun autre le sentiment amoureux. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Rien que dans la première phrase de ce roman, ne laisse présager le tourbillon dans lequel notre héros va se retrouver entraîné. Et nous aussi, par la même occasion, Aragon dissèque à merveille les affres et tourments de l'amour, que ce soit avec nos deux protagonistes ou à travers la multitude de personnages secondaires qui peuplent ce roman, en lui donnant une belle profondeur. Avec une plume d'une beauté inégalable, l'auteur explore tout au long du roman la grande question suivante: qu'est-ce qu'aimer ? Alors, est-ce que vous êtes aussi des adeptes du Aragon romancier plus que poète, même si c'est le sujet de ce book club aujourd'hui? On évoquait à l'instant Aurélien, qui est peut-être le plus connu de tous ces romans, mais on pourrait parler des Cloches de Bâle et tant d'autres. J'ai une admiration sans borne pour le romancier qui est immense aussi. Et d'ailleurs, je crois que l'un des enjeux, peut-être, de 40 ans après sa mort, ce serait d'arrêter de le découper en tranches. Qu'il n'y ait pas le surréaliste, le résistant et l'homme de la fin, mais qu'on en comprenne l'unité et la variété. Et Aurélien, Claudel disait que c'était un poème. Et je suis assez d'accord. Pierre Croze. Ça revient énormément dans les critiques. Le livre est jugé, alors c'est un roman qui est le plus populaire, mais il est jugé aussi comme étant presque un poème. Aurélien est un bijou, un chef-d'œuvre, un sommet d'écriture. La qualité du style et la justesse des mots sont flagrants, car la moindre phrase est un coup direct au cœur du lecteur. Les émotions sont retranscrites avec un tel réalisme qu'on croit les ressentir en même temps que les protagonistes. Il y a vraiment l'idée que c'est un poète qui est l'auteur de ce roman. Voilà, on va continuer avec son amour pour Elsa et avec les yeux d'Elsa. Et les critiques avis de lecture de deux lectrices sur le hashtag Book Club Culture, celui de Marilyn, son point de vue à elle, et celui de Stéphanie. J'ai toujours été conquise par l'œuvre de Louis Aragon, par ses romans, mais également par ses poèmes. C'est pour ça que je reviens régulièrement à ce très beau recueil de Louis Aragon, Les yeux d'Elsa. Je trouve qu'il parvient à la fois à nous émouvoir par la force de sa détresse lorsqu'il évoque la Seconde Guerre mondiale, notamment dans La nuit de Dunkerque, mais également à nous porter vers cet amour passionné qu'il voue à Elsa Triolet.
Je trouve ce recueil extrêmement fort car il est immensément personnel pour Louis Aragon. Je trouve que cette plume moderne est vraiment magnifique et qu'elle parvient à suspendre le temps. Je suis entrée dans la poésie d'Aragon par un recueil écrit en 1940, Les yeux d'Elsa, et notamment par un poème intitulé C, de la simple lettre de l'alphabet, et qui relate en fait sa traversée de la Loire lors de la débâcle de l'armée française en 1940. Et puis un peu plus tard, je suis tombée sur un texte qui m'avait beaucoup ébranlée et dont le titre vibre évidemment d'une très grande intensité. Il n'y a pas d'amour heureux, écrit en 1943, un peu plus tard, dans le recueil de la Diane française, et se déploie dans ces vers un très violent désespoir qui m'avait beaucoup touchée. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et un peu plus loin, on peut lire « Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie ». Voilà, j'avais trouvé ce texte d'une absolue beauté et en même temps d'une très grande tragédie. Voilà, dans ces mots de Marilyn et Stéphanie, on a l'impression de vous entendre, Olivier Barbaran et Guillaume Roubaud-Kouachi, à la fois sur la beauté absolue des textes, sur la question du bonheur, de sa croyance en l'amour et puis du désespoir qui jalonne, parcourt, traverse aussi l'ensemble de ses écrits. Pierre Croze, sur Les yeux d'Elsa, que disent vos lecteurs chez Babelio? Alors, ce qui a beaucoup été apprécié dans ce recueil, c'est le croisement de l'intime et de la grande histoire. Le recueil d'une grande force dans sa façon de brasser l'intime et l'historique, la modernité et la tradition, la tendresse et la combativité. On a l'impression que l'écriture poétique aide à dépasser le désarroi face à ce monde à l'envers. Les vers d'Aragon sont empreints d'un amour sincère, pur et puissant. Cet amour destiné à Elsa Triolet, mais pas que. Un amour dédié à la France aussi, qui était sous occupation allemande pendant l'écriture de ce recueil de poésie. Voilà, pour Les yeux d'Elsa, écrit, publié en 42, c'est bien ça, 42, oui. Et qui est un recueil d'une vingtaine de poèmes. Vous avez peut-être envie, vous, de réagir d'abord, Guillaume Roubaud-Kouachi, sur cette lecture. Est-ce que vous la recommandez et pourquoi ? Ah oui, Les yeux d'Elsa. Non, mais là, vous avez des lecteurs qui nous privent de... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après? Non, c'est parfait. Vous voulez peut-être que j'en lise un petit morceau, c'est ça? Je voudrais bien, si vous pouviez juste nous lire l'Incipit. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans quelques minutes, c'est Mathias Sénard qui va nous donner son Incipit de la semaine. Eh bien, alors allons-y. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer, s'y jeter à mourir tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Olivier Barbaran. Je crois que le plus important a été dit à propos de... chez lui, l'épique ne vient pas contredire les lyriques. Et c'est ça qui est très fort. C'est que l'épopée est un genre qui peut être utile en son temps, au moment. Mais l'épopée de la résistance se donne comme un grand chant lyrique, et c'est un canzonier amoureux en même temps qu'il fait tout le travail de mobiliser, de rassembler les morceaux épars de la France et de proposer, de faire entendre le chant français au moment où il est piétiné. Et je crois que c'est dans ce croisement constant chez lui, du plus intérieur au plus extérieur, qu'il est vraiment très très fort et très bouleversant. Enfin, c'est un recueil absolument bouleversant, oui. Quelle postérité vous lui souhaitez à Louis Aragon, l'un et l'autre ? Moi, j'aimerais qu'il soit lu, parce qu'en fait, c'est assez magique, si je peux dire, qu'il soit connu si largement dans un monde où la poésie est si fragile, si peu présente. Et grâce à la chanson, pour une bonne part, il faut le dire, Aragon reste connu. Mais parfois, on en reste à ce seul niveau. Alors, il est magnifique et il faut continuer, et c'est parfait. Il est au programme ? Ben oui, parfois Scolaire. le programme des concours, de l'école normale, de l'agrégation. Je peux faire un petit récapitulatif. Les yeux d'Elsa étaient au programme des lycées pendant un temps. Le romancier a été très souvent au programme. Aurélien a été au programme et des écoles normales supérieures et les voyageurs de l'impériale de l'agrégation. Enfin oui, je crois qu'il est au programme. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on parvienne par ces œuvres différentes à diversifier les œuvres pour qu'encore une fois, on ait la totalité d'Aragon. Parce que je crois qu'il y a une profusion de langage et une inventivité qui est terriblement desservie par des images arrêtées. Alors on fait jouer le surréaliste contre le résistant, le communiste contre l'homme de la faim comme s'il ne l'était plus. Enfin, et au fond, c'est cette unité extraordinaire qui fait de son œuvre une aventure à la fois vertigineuse et toujours nourrissante.
Merci beaucoup à tous les deux. Ça nous ramène au petit Pierre Croze qui nous parlait de ces années sur les bancs de l'école où il a connu et rencontré, croisé le regard d'Aragon à travers cette professeure qui vous avait glissé à tous entre les mains des recueils de sa poésie. Merci beaucoup Pierre Croze d'avoir été avec nous pour ce club de lecture au nom des lecteurs de Babelio. Un grand merci, je le disais tout à l'heure, à Alexandre Alaibegovic qui a lui animé notre book club sur Instagram via le hashtag Book Club Culture et à Zora Vignier qui l'a bien épaulé dans cette mission. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de l'exposition à voir à la Maison Elsa Triolet que vous lui consacrez, Aragon et les adios. Merci Guillaume Roubaud-Kouachi. Parce que la maison ne rouvre qu'en février. Oui. C'est à l'espace Niemeyer. Niemeyer, exactement, dans le 19e à Paris. Pardon, je me suis trompée. Merci beaucoup à vous pour cette précision. France Culture, il est 13h25. Et tout de suite, c'est les Incipits de Mathias Sénard. La porte de l'ombre aujourd'hui. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien. Voici comment s'ouvre l'œuvre de Patrick Modiano en 1968, le début de son premier roman, La place de l'étoile, publié alors que son auteur a 23 ans. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien, nous dit Raphaël Schlemilovitch, narrateur de ce texte fou, sorte de road trip dans les terres de l'antisémitisme, empli de pastiches hilarants et de constats absolument désolants. Un texte d'une liberté inouïe, publié justement au moment de la révolution de mai 68, révolution dont on pourrait imaginer qu'elle est lancée par la parution de ce brûlot et la naissance non seulement de Schlemilovitch, excellent pasticheur de Céline et de Rebattet, mais aussi l'apparition du romancier Patrick Modiano soi-même. La place de l'étoile ne figure pas dans le volume de la collection Quarto, qui reprend 10 de ses romans, dont Patrick Modiano affirme dans l'avant-propos qu'ils sont, je cite, « l'épine dorsale des autres ». Présenté par ordre chronologique, le volume s'ouvre en 1975 sur le roman Villa Triste et cette phrase « Ils ont détruit l'hôtel de Verdun ». Destruction, souvenir dans cette autobiographie rêvée de bords de lacs et de palaces disparus, l'Ermitage, le Windsor ou l'Alhambra. Retour sur le début des années 60. Le temps, écrit Modiano, a enveloppé toutes ces choses d'une buée aux couleurs changeantes, tantôt vert pâle, tantôt bleu légèrement rosé. En 1978, paraît Rue des boutiques obscures, qui obtiendra le prix Goncourt et débute ainsi « Je ne suis rien. Rien qu'une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d'un café. » Si le narrateur n'est rien, c'est peut-être car il est amnésique. Il va chercher à reconstituer son passé dans les années 30 et 40 et avec son histoire personnelle des pans entiers de mémoire collective. De la même façon, Dora Bruder, peut-être un des textes les plus célèbres de Modiano, publié en 1997, commence de cette façon. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 41, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique « D'hier à aujourd'hui ». Cette rubrique, raconte Patrick Modiano, contenait l'avis de recherche d'une jeune fille de 15 ans appelée Dora Bruder. En 2005, le roman Impédigré s'ouvre sur la phrase suivante « Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, 11 allée Marguerite, d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. » On pourrait sans aucun doute poursuivre cette exploration avec tous les romans de Patrick Modiano. Leurs incipits tracent les contours de ses obsessions, le temps, la destruction, la disparition. Les premières phrases modianiennes ébauchent déjà ce monde en clair-obscur des années 40 et sa réélaboration fantomatique par la mémoire. Ce qui résume parfaitement la première phrase du Café de la jeunesse perdue, paru en 2007, dans laquelle on pourrait croire que l'auteur évoque sa propre littérature. Des 2 entrées du café, elle empruntait toujours la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de l'ombre. Les Incipits de Mathias Sénard sont à réécouter sur radiofrance.fr ou en vous abonnant au podcast de Bienvenue au Book Club. Très bel après-midi à tous. France Culture, l'esprit d'ouverture.